Nous sommes très heureux de pouvoir encore une fois organiser cet échange qui nous permet vraiment d'avoir des regards très différents de disciplines différentes. Donc, nous avons de la géographie, la géomatique, le management aujourd'hui. Et pour faciliter l'échange, donc, nous allons faire vraiment des présentations éclairs, des petits 10 minutes qui nous permettent d'amorcer. C'est pas des on ne pourra pas avoir une présentation complète de la profondeur de vos recherches. Donc, c'est un gros effort de synthèse et de communication qu'on vous demande pour vraiment nous amener à faciliter, favoriser les échanges ce matin. Donc, je fais juste un petit rappel sur le cadre. Nous avons déjà bien compris comment on peut travailler avec les ODD pour les intégrer dans nos recherches, pour faire en sorte de mettre en lumière les contributions aussi de nos recherches aux différents ODD. Je rappelle simplement donc les 17 objectifs de développement durable adoptés par tous les pays membres des Nations unies constituent aujourd'hui un cadre structurant permettant de guider les politiques et les actions pour qu'elles contribuent à construire une société plus durable, plus inclusive et plus juste. Ils offrent également un langage commun pour travailler dans l'interdisciplinarité et l'intersectorialité. Cette session vise d'une part à mettre en lumière la façon dont la recherche universitaire contribue à faire avancer les objectifs de développement durable, en utilisant l'expertise et les connaissances des universitaires et des scientifiques, mais aussi en mobilisant et en collaborant avec la société civile, publique et privée. Elle vise d'autre part à démontrer comment les ODD peuvent construire un support de collaboration interdisciplinaire et permettre d'accroître l'impact sociétal de la recherche universitaire. Donc, mon nom, c'est Liliana Diaz, je suis coordonnatrice scientifique à l'Institut EDS, puis j'ai le plaisir de présenter ce matin donc nos 4 présentateurs. Mohamed Awalo Traoré. Mohamed est doctorant en sciences géographiques à l'Université Laval. Ses recherches, menées sous la supervision de Jean-François Bissonnette, portent sur la gouvernance forestière au Burkina Faso. Il s'intéresse aux dynamiques environnementales et sociétales liées à la gestion des forêts ainsi qu'aux approches qualitatives en recherche. Depuis l'automne 2023, il enseigne le cours Analyse qualitative en recherche sociale et environnementale au département de géographie. Alors, beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette occasion que vous m'offrez de faire cette présentation sur les enjeux de conservation des écosystèmes forestiers au Burkina Faso, suivant la perception des populations locales de la forêt de Bonthioli. Donc, comme Madame l'a dit tout à l'heure, cette présentation rentre dans le cadre de notre doctorat et nous avons déjà écrit dans ce sens un premier article et que nous avons intitulé La gestion participative des forêts est-elle possible au Burkina Faso, perspective des parties prenantes locales. Donc, cette présentation que nous allons faire là donne un aperçu d'un autre article que nous sommes en train d'écrire et qui vient donc en complément au premier article. Donc, le premier article que nous avons intitulé Gestion participative, la gestion participative des forêts est-elle possible au Burkina Faso et nous a permis donc d'aller identifier au niveau de la zone de Bonthioli, la forêt de Bonthioli, les différents acteurs qui sont impliqués dans la gestion de cette forêt et de mettre en évidence les dynamiques de pouvoir, les relations de pouvoir qu'il y a entre ces acteurs afin donc de faire ressortir les complexités donc de la gestion de cette forêt. Merci. Il faut dire que de nos jours, le déclin forestier constitue une problématique majeure dans beaucoup de pays à travers le monde et des auteurs attribuent ce déclin forestier à des facteurs naturels et humains, et notamment le changement climatique, l'expansion des terres agricoles, la coupe du bois, les incendies de forêt, ainsi de suite. Et ainsi, la délimitation des espaces de conservation est perçue aujourd'hui au Burkina Faso comme un moyen de préservation et de gestion durable des ressources. Et à travers donc la mise en œuvre de projets et de programmes, notamment le projet REF et le PIF, et le gouvernement entend donc impliquer les populations locales dans la gestion des ressources forestières afin donc de concilier les objectifs de conservation avec la satisfaction des besoins de ces populations. Donc là, le projet REF, c'est le programme de gestion durable des ressources forestières et le PIF, c'est le programme d'investissement forestier. Mais
force est de constater que malgré la mise en œuvre de ces programmes par le gouvernement, on assiste à une accentuation des pressions et à une accélération de la dégradation de la forêt. Et cela nous amène donc à penser que les objectifs de conservation restent difficilement atteignables dans la zone de la forêt de Bonjoli. Et la SONI 2023 définit donc la conservation forestière comme la protection de la forêt dans le but de préserver les services écosystémiques pour les générations présentes et futures. Donc, de ce constat que nous venons de faire précédemment, nous nous sommes posé la question de recherche suivante. Comment est-ce que dans un contexte de forte dépendance des communautés locales aux forêts, celles-ci perçoivent l'exigence de préserver la vocation forestière? Notre objectif principal était donc d'analyser la dynamique de la forêt de Bontelier entre 1991 et 2024 afin donc et d'explorer en profondeur les perceptions des divers groupes sociaux vis-à-vis de la conservation forestière. Et notre recherche était donc, nous avons opté pour une approche à prédominance qualitative, donc en réalisant donc des discussions de groupe et des entretiens individuels semi-directifs. Donc nous avons réalisé 12 entretiens de groupe dans 4 villages, dont 2 villages situés à l'intérieur de la forêt, un village contigu à celle-ci et un village situé approximativement à 5 km. Et nous avons également réalisé 26 entretiens individuels auprès d'acteurs impliqués dans la gestion de la forêt, donc notamment des acteurs étatiques ou des acteurs issus des communautés locales. Nous avons également, pour appréhender les changements environnementaux, nous avons eu recours à des données satellitaires. Donc, nous avons utilisé des images satellites Landsat de 91, 2001, 2011 et 2024. Et ensuite, nous avons effectué une classification supervisée afin de faire ressortir les statistiques d'évolution des différentes unités d'occupation des sols. Nous sommes parvenus aux résultats suivants. Donc, ces 4 cartes présentent la dynamique d'occupation des sols au niveau de la forêt de Boncholi. En gris et brun, on voit donc comment est-ce que les terres agricoles ont évolué dans la forêt. D'une superficie de 3900 hectares à peu près en 1991, les terres agricoles sont passées à 14 700 hectares à peu près en 2024. On voit également la régression de certaines unités d'occupation des sols, notamment la savane arbustive qui est passée de 33 000 hectares en 1991 à 22 800 à peu près en 2024. Pour ce qui est donc de la perception des différents acteurs, il ressort qu'il y a un constat général du retrait forestier au niveau de la forêt de Boncholi, que ce soit donc au niveau des acteurs étatiques ou des populations locales, tous sont unanimes qu'il y a un retrait forestier au niveau de Boncholi. Il ressort également de cette étude qu'il y a une divergence de perception. Et là, c'est un exemple que j'ai pris là, l'abattage d'un arbre, il y a une divergence de perception par rapport, par exemple, à l'abattage d'un arbre où donc, selon les acteurs étatiques, là, l'abattage d'un arbre est considéré comme un acte de destruction, un acte de dégradation de la forêt qui doit être réprimé sévèrement, alors que pour les populations locales, l'abattage d'un arbre répond à une autre logique. Hein. Pour les populations locales, ça répond plus à une question de survie. Donc, avec l'explosion démographique, les populations locales pensent que cela est nécessaire afin d'étendre les superficies agricoles et assurer leur sécurité alimentaire. Et il existe également une diversité de populations et de perceptions au sein même des communautés locales. Et pendant que surtout les populations masculines pensent qu'il est indispensable d'abattre des arbres pour étendre les superficies agricoles, nous avons un groupe de femmes qui dit ceci: la forêt, c'est notre tout, c'est notre sorgho, c'est notre mil, notre sauce, tout ce que nous avons, c'est grâce à la forêt. Voir la forêt disparaître ainsi nous attriste profondément. Nous y cueillons des produits forestiers non ligneux, nous y récoltons aussi le bois mort, et aussi le bois mort qui constitue notre principale source d'énergie. Donc, voir la forêt disparaître là nous attriste énormément. La forêt doit être préservée. Et cette affirmation, cette déclaration des femmes là souligne une certaine contradiction entre les perceptions masculines et les perceptions féminines. Mais cela met en évidence quand même la diversité de perceptions qu'il y a au niveau de la forêt de Boncholi.
aussi et le fait que l'État considère les populations locales comme étant les principaux responsables de la dégradation de la forêt n'est pas apprécié par celle-ci. Donc, elle réfute cette idée-là parce qu'elle pense qu'elles ne sont pas les seules, elles ne sont pas d'ailleurs les principaux acteurs. Elle pense que la dégradation accélérée de la forêt est due plus aux incursions étrangères. Et souvent, leurs actions qui vont donc à l'encontre de la préservation de la forêt sont liées, donc sont justifiées par le fait que il n'y a pas donc de réaction efficace de l'État face aux différentes incursions étrangères. Et nos études font ressortir également qu'il y a un sentiment de marginalisation au sein donc, des communautés du fait de l'absence d'infrastructures socio-économiques et du manque d'alternatives économiques viables. La participation des populations à la préservation, et les populations justifient aussi leur participation à la préservation des ressources en disant qu'elles elles contribuent plus à une gestion raisonnée de la forêt. Et les propos qui suivent vont permettre de comprendre ce que je vais dire. Il y a un groupe d'hommes qui disait, par exemple, que lors des séances de sensibilisation, les agents de l'environnement nous recommandent de conserver 20 pieds d'arbres par hectare cultivé, mais nous, lorsque nous rencontrons des arbres utiles comme les arbres fruitiers, nous les préservons systématiquement. Parfois, nous en conservons même plus que le seuil recommandé. Il y a un autre groupe qui renchérit en disant que nous n'abattons pas les arbres au hasard. Nous coupons généralement les arbres qui sont vieillissants, qui ne présentent plus de grands bénéfices. Lorsqu'un arbre fait trop d'ombre, nous l'abattons car cela nuit au rendement agricole. Nous n'agissons donc pas au hasard. De plus, les arbres fruitiers sont plus productifs sur les terres cultivées que sur les terres non exploitées. Donc, les populations défendent qu'elles participent à la préservation des ressources forestières en adoptant des pratiques d'adaptation locale, notamment donc, en mettant en place des vergers d'anacards, ce qui permet de préserver les ressources forestières pour une gestion durable. Et ça présente effectivement, à travers ces 4 images, on voit comment est-ce que les superficies des vergers ont évolué au fil du temps. Donc, finalement, notre étude fait ressortir qu'il est difficile pour les communautés locales de concevoir la conservation forestière indépendamment de leurs besoins socio-économiques immédiats. Et ce résultat donc vient corroborer, confirmer donc les résultats de recherche de So et Yo Chang 2019 qui disaient que les communautés forestières n'appréhendent pas la conservation forestière au-delà du prisme de leurs besoins énergétiques quotidiens et de la sécurité sur le plan alimentaire. Et nos recherches-là enrichissent la réflexion sur les perceptions différenciées de la conservation forestière nuisant à la gestion des forêts. Nous recommandons donc une forte implication des communautés locales, surtout les autorités traditionnelles, dans l'élaboration des politiques de conservation, la réalisation d'infrastructures socio-économiques visant à stimuler le développement local, la redéfinition des limites de la forêt et la transformation d'une partie de celle-ci en parc agroforestier. C'est tout pour cette présentation. Merci de votre attention.